Alors donc cette conférence a pour but de distinguer les différentes talalgies postérieures. Alors, de quelle pathologie parle-t-on quand on parle de douleur postérieure du talon? Eh bien, principalement de tendinopathie d'insertion de l'Achille et de la maladie de Haglund. Alors, la tendinopathie d'insertion, c'est vraiment une pathologie intrinsèque du tendon, au niveau de son insertion à l'anthèse sur le calcanéum. Elle est favorisée par des contraintes en traction, par une augmentation de la fréquence et de l'intensité des tractions, ou bien par un vieillissement du tendon et une rigidification de ce tendon, et aussi une baisse de la résistance osseuse à la traction. Donc on a souvent une métaplasie des fibres tendineuses qui vont dégénérer et au sein desquelles on pourra visualiser des calcifications. Donc c'est souvent des patients qui sont un peu plus âgés, au-delà de 50 ans. Alors je suis désolé, je ne sais pas si Fabrice est par là, mais on parle de âgés à partir de 50 ans. Il s'est offusqué ce matin quand on parlait de 65 ans. Donc c'est souvent des patients un petit peu plus âgés que la maladie de Haglund, et puis plus âgés aussi que dans les tendinopathies corporeales. Ce sont souvent des patients moins sportifs que dans la tendinopathie corporeale. Et c'est des patients qui vont présenter une voussure plus distale et globale de l'anthèse par rapport à la maladie de Haglund. Donc, à examen fonctionnel, alors parfois c'est asymptomatique et ça peut être découvert sur une imagerie faite pour autre chose, mais c'est souvent des douleurs basses à l'insertion du tendon d'Achille, auquel se surajoute une gêne au chaussage, notamment par l'augmentation de volume local postérieur, favorisée par une bursite pré- ou post-achilléenne. Et à l'examen physique, eh bien, on a une douleur qui est reproduite à la palpation postérieure, qui va être augmentée lorsque l'on met en tension le tendon d'Achille en flexion dorsale forcée ou bien en flexion active contrariée. On peut retrouver des troubles statiques de l'arrière-pied, comme un pied creux postérieur, et une brièveté de la chaîne postérieure, gastrocnémien ou Achille. Sur le plan radiographique, eh bien, on va retrouver une anthésopathie d'insertion. Donc, vous voyez ce bec calcanéen postérieur. Et on peut retrouver également des calcifications intratendineuses. Dans certains cas, comme sur l'image de la diapo de droite, une anomalie morphologique de l'angle postéro-supérieur du calcanéum. On pourra éventuellement trouver aussi une épine calcanéenne qui traduit les tractions de l'aponévrose plantaire, et on peut retrouver des troubles statiques du pied, tel un pied creux. C'est différent, l'image, de celle d'une ossification intratendineuse, souvent post-chirurgicale, soit après chirurgie de Haglund ou des chirurgies sur le corps du tendon d'Achille, où là, l'anthèse en fait est normale. L'IRM permettra de visualiser l'anthésopathie d'insertion, rechercher éventuellement des calcifications intratendineuses, et on pourra voir également des lésions de fragilisation intratendineuse, avec parfois des images de désinsertion partielle. Et puis cette IRM élimine un diagnostic différentiel de tumeur, de fracture de fatigue ou bien de douleur un peu plus haut situé dans le carrefour postérieur. Il faut rechercher une cause étiologique, métabolique, une hyperuricémie, des troubles lipidiques, ou bien une maladie inflammatoire rhumatismale, notamment principalement la spondylarthropathie ankylosante. Le traitement, il devient chirurgical après échec d'un traitement médical bien conduit, de talonnette pour essayer de limiter les tractions du tendon d'Achille sur son anthèse, le repos relatif, c'est-à-dire repos d'activité sportive,
des étirements de la chaîne postérieure et puis parfois des anti-inflammatoires locaux. Donc le traitement chirurgical pour certains peut relever d'une ostéotomie de Zadek si il y a notamment un pied creux postérieur et qui peut être le traitement isolé de cette pathologie de tendinopathie d'insertion. Le plus souvent, il faut réaliser une désinsertion partielle du tendon d'Achille au niveau de son insertion distale, évidemment, un parage et une réinsertion en double rang. Donc la réinsertion en double rang a montré un avantage biomécanique, même s'il n'y a pas d'avantage clinique montré. Le plus souvent, cette chirurgie, elle se fait encore à ciel ouvert. Il faut être assez carcinologique, je dirais, dans la résection des lésions et notamment de l'anthésophyte et des calcifications intratendineuses. Et la réinsertion donc, se fait en double rang pour une réinsertion solide sur le calcanéum. Maintenant, elle commence à se faire sous arthroscopie pour les plus aguerris dans cette voie d'abord. Il y a une étude à la SFA récente qui n'a pour l'instant pas montré plus de complications dans les prises en charge à ciel ouvert. Il y a tout de même moins de gènes transitoires au chaussage sous arthroscopie, ce qui s'entend puisqu'il n'y a pas la cicatrice postérieure. La récupération fonctionnelle est plus rapide sous arthroscopie à 3 mois, mais ça se nivelle à partir de 6 mois. Avec, il faut bien informer les patients que le retour à l'activité sportive peut nécessiter au minimum 6 mois, avec un retour parfois à un niveau inférieur et même parfois avec une évolution prolongée jusqu'à 1 an. Alors, les objectifs, qu'ils soient faits sous arthroscopie ou à ciel ouvert, sont les mêmes. Il faut une exérèse complète, je l'ai dit, des lésions et une fixation solide. Voici un exemple d'un cas qui m'avait été adressé avec cette patiente opérée. Là, ce sont les radios post-opératoires en haut à gauche, avec une résection quasiment inexistante, juste une encre qui avait été mise pour réinsérer la désinsertion partielle du tendon. Donc on voit sur l'IRM les lésions importantes, le scanner en charge, et donc ça a nécessité une réintervention pour un parage des lésions complémentaires et une réinsertion en double rang. Alors, si le tendon d'Achille est fragilisé, eh bien, on peut utiliser une plastie de renforcement au FHL, que l'on utilise volontiers dans les ruptures tardives du tendon d'Achille, ou bien une réinsertion au tendon quadricipital qui avait été décrite par Bess. Là, ici, c'est un cas personnel un peu ancien, mais on voit bien la baguette de rotule de ce prélèvement de tendon quadricipital. La maladie de Haglund, ou pump bump, ou calcaneus bossu, c'est là une pathologie de conflit postérieur entre le contrefort de la chaussure et l'angle postérieur supérieur du calcanéum qui apparaît trop saillant. Alors, soit l'étiologie est morphologique par la forme même du calcanéum, qui peut être constitutionnelle, c'était la description d'Haglund, ou bien, comme vous le voyez sur la radio de droite, post-traumatique. Et puis ça peut être un trouble statique qui s'installe tel un pied creux postérieur avec une verticalisation plus ou moins marquée du calcanéum. Donc les conséquences du conflit sont à la fois sur le tendon, où on a eh bien, un tendon qui peut dégénérer lorsqu'il est situé juste au niveau de la pince entre la chaussure et l'angle postérieur supérieur du calcanéum, et puis conséquence sur les bourses séreuses avec là aussi une réaction inflammatoire avec bursite. Les signes fonctionnels, c'est comme pour la tendinopathie d'insertion, c'est une douleur postérieure, mais qui est vraiment générée par le port de la chaussure. Et
À l'examen physique, eh bien, on verra une tuméfaction du talon, mais qui est plutôt postérolatérale, un peu plus haut située. On voit une peau épaissie, parfois violacée, qui traduit vraiment la notion de frottement. On peut aussi avoir des formes comme celle-ci avec une volumineuse bursite de bovis. Sur les radiographies standards de profil, on va regarder la morphologie du calcanéum et notamment la forme de l'angle postéro-supérieur. Il y a eu beaucoup de mesures qui ont été décrites. Beaucoup sont abandonnées car ne présentent aucun caractère spécifique ni de sensibilité. On retient principalement la pente calcanéenne qui est de 15 à 20 degrés et le ratio X sur Y, X étant la longueur complète du calcanéum et Y la longueur de la grosse tubérosité, et ça doit être supérieur à 2,5. L'imagerie en coupe, alors l'échographie peut être faite, mieux l'IRM qui va permettre de voir les bursites. Éventuellement, l'agressivité de l'angle postérieur du calcanéum qui va comporter un œdème osseux. On pourra voir la souffrance juste au niveau de la zone de conflit du tendon et la normalité de l'anthèse par rapport à la tendinopathie d'insertion. Le traitement privilégié est celui de la calcanéoplastie, c'est-à-dire qu'on va faire une résection large de l'angle postéro-supérieur du calcanéum en restant prudent sur l'insertion du tendon d'Achille. Il ne faut pas faire de peignage associé au risque de fragiliser le tendon d'Achille, et donc c'est indiqué en cas de pente calcanéenne normale ou de ratio X sur Y normal, en l'absence de lésions tendineuses en IRM. Ça se fait à ciel ouvert, de plus en plus maintenant sous arthroscopie, avec une récupération plus rapide sous arthroscopie et également un accès plus facile sur les deux versants du calcanéum par rapport à la chirurgie à ciel ouvert. Si vous faites un abord latéral, la libération de la partie médiale sera un petit peu plus difficile. L'ostéotomie de Zadek, qui trouve son indication dans les pieds creux, c'est donc une ostéotomie de soustraction dorsale à charnière plantaire, qui va donc réduire le Y et donc augmenter le ratio X sur Y. Les résultats sont bons ou très bons dans les ostéotomies de Zadek, ça consolide bien. Donc en conclusion, la clinique peut apparaître identique, mais dans la tendinopathie d'insertion, on a une tuméfaction qui est beaucoup plus diffuse que dans la tendinopathie, pardon. L'imagerie est vraiment différente puisqu'on a une pathologie de l'anthèse dans la tendinopathie que l'on n'a pas dans la maladie de Haglund. Dans le traitement pour le Haglund, c'est le conflit, alors que dans la tendinopathie d'insertion, c'est vraiment la pathologie tendineuse qu'il faut traiter. Donc voilà, ces deux entités sont vraiment distinctes. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions sur cette première partie ? Peut-être enchaîner comme ça. Oui, tout à fait. Donc là, nous allons parler du traitement de l'arthrodèse dans la luxe rigidus. Donc, elle trouve son indication dans les cas avancés d'Hallux rigidus, soit en utilisant la classification française ou plus fréquemment celle de Kouflin. Donc ce sont les stades 3 et 4 avec des modifications très importantes radiographiques et une perte très importante de la mobilité avec une mobilité de moins de 10 degrés, voire d'un enraidissement complet. Donc là aussi, l'arthrodèse prend son indication en cas d'échec du traitement médical, infiltration, port de semelle orthopédique, vous voyez, adaptation de chaussures, on va chez le cordonnier, on fait un trou pour laisser passer l'ostéophyte.
ou bien quand il y a une indication dépassée ou d'échec d'un traitement chirurgical conservateur. L'arthrodèse restaure la fonction portante du premier rayon en augmentant la force transmise à l'hallux. Elle diminue donc le risque de métatarsalgie de transfert. C'est une technique qui avait été pour la première fois décrite au milieu du 19e, publiée à la fin du 19e. Et aujourd'hui, ça reste encore le gold standard dans l'hallux rigidus évolué par rapport aux prothèses et donne également des meilleurs résultats lorsqu'elle est réalisée de première intention par rapport à une arthrodèse après prothèse. Alors pour qu'elle soit bien tolérée fonctionnellement, elle doit être bien réalisée, réalisée en bonne position. Vous voyez ici des cas en hyperextension, avec perte complète de l'appui pulpaire, ce qui génère une griffe. Donc, on dit classiquement entre 10 et 20 degrés de flexion dorsale, mais c'est de flexion dorsale par rapport à l'axe du premier métatarsien et pas par rapport au plan du sol. La mobilité, la fonction sera d'autant meilleure que, vous voyez, l'interphalangienne a une souplesse en extension. Donc, quand on fait la revue de la littérature, eh bien, la littérature est riche à ce sujet. Et donc, comment doit-on réaliser une arthrodèse? Est-ce que la voie d'abord joue un rôle dans les résultats? Est-ce que le type d'avivement joue un rôle? Est-ce que le type d'ostéosynthèse joue un rôle? L'abord, c'est plus fréquemment réalisé à ciel ouvert, soit par un abord médial, soit par un abord dorsomédial. Ça peut être réalisé en percutané ou bien sous arthroscopie. Eh bien, la littérature ne montre pas d'influence sur les résultats en termes de taux de fusion, de score fonctionnel ou de satisfaction des patients. Contrairement à certaines arthroscopies, arthrodèses sous arthroscopie qui donnent des taux de fusion un peu plus élevés. Là, ça n'est pas le cas pour le premier rayon. L'avivement, comment est-ce qu'il doit être réalisé? Soit par coupe plane, soit un avivement concave-convexe. Certains ont comparé des coupes planes avec des coupes concaves-convexes réalisées soit manuellement à la gouge, soit à la fraise, soit de façon mixte. Eh bien, il n'y a pas de différence en termes de taux de fusion selon le mode d'avivement. Il recommande tout de même une irrigation et une faible vitesse, évidemment, pour ne pas chauffer. Corim conclut, vous voyez, sur une revue de la littérature avec plus de 2000 pieds, qu'il n'y avait pas non plus de différence selon le mode d'avivement. Et l'avivement est là aussi recommandé à faible vélocité. Harris n'avait pas retrouvé de différence. Donc, on peut dire que les coupes planes sont plus stables, mais qu'il n'y a pas de meilleure fusion. L'avivement concave-convexe donne une plus grande surface de contact, mais ça ne semble pas donner non plus de meilleure fusion. Les coupes planes sont plus accourcissantes. Alors, est-ce qu'il y a un impact sur le résultat fonctionnel? Ça n'est pas montré. En tout cas, ça a un impact chez les femmes parce que ça crée un raccourcissement esthétique qui n'est pas toujours bien vécu. L'avivement concave-convexe permet un positionnement plus facile dans les trois plans. Une fois que vous avez fait vos coupes planes, vous êtes un petit peu coincé, alors que l'avivement concave-convexe permet vraiment d'adapter en péropératoire le positionnement du premier rayon. Dans ma pratique, voilà ce que je vous dis, je trouve que c'est plus facile de réaliser des coupes concaves convexes, c'est moins accourcissant, ça se positionne mieux. J'avive avec des fraises dans l'hallux rigidus parce que c'est un os qui est très dense et le faire à la gouge, c'est parfois un peu laborieux. Mais par contre, dans l'hallux valgus où l'os est souvent plus fragile, je conseille de le faire à la pince-gouge. Et je fais des perforations de Praedi pour essayer de maximiser la revascularisation de l'internite. La fixation, les objectifs, il faut un montage qui soit stable et rigide pour permettre une remise en charge précoce et pour obtenir une fusion de l'arthrodèse
avant la faillite du matériel, puisque il y a des contraintes qui sont élevées sur le premier rayon et sur la première métatarsophalangienne. 90% du poids est transféré à la marche et cette articulation est soumise à des forces de 700 newtons pour un poids de 75 kg environ. Donc on oublie les modes de fixation anciens par broche isolée, par clou de Sandman ou par cerclage. La fixation par agrafe, Bess avait rapporté sur différentes étiologies des taux de fusion, vous voyez, assez élevés, approchant les 95%, encore plus élevés s'il s'agissait d'une chirurgie primaire. C'est une technique qui est simple, mais dont la rigidité et la charge jusqu'à la rupture est inférieure quand même à 2 vis en croix, inférieure aux plaques, et certains comme Neufeld fait ses arthrodèses par agrafe, mais conseille le recours au plâtre en post-opératoire. Chan avait montré que ça avait moins de stabilité rotatoire, notamment s'il y avait un valgus associé. Donc, il y avait une étude biomécanique faite par Villemotte qui conseillait de placer les agrafes à 45 degrés et 135 degrés par rapport au plan sagittal et avait montré que ça pouvait, dans ces conditions, être aussi stable que 2 vis croisées. Dans ma technique, je n'utilise pas ça. Je vois en consultation secondaire des taux élevés d'échec avec des agrafes. Enfin, je devrais dire, j'en ai vu parce que voilà, ça n'est quand même plus tellement pratiqué aujourd'hui. Fixation par vis, une seule vis. Wassink avait montré des taux de non-fusion relativement limités. Par contre, il y a des risques d'instabilité rotatoire assez élevés et en fait, il y avait des taux de consolidation qui se faisaient en cale vicieux. Migues avait publié 101 arthrodèses par vis axiale avec des taux, vous voyez, quand même élevés de 10%. Donegan lui montrait des taux de fusion satisfaisants en utilisant 2 vis en croix. Et les 2 vis en croix, c'est la technique qui reste encore très, très populaire. Les taux de fusion sont bons. Alors, Storz augmentait les chances de fusion en incluant, lui, les sésamoïdes. Donc, dans ma pratique, ce n'est pas ce que j'utilise comme mode de fixation, parce que là aussi, je vois quand même des taux de pseudarthrodèse assez fréquemment, moins que les agrafes, mais néanmoins. Alors, on peut critiquer, parce qu'on voit comme celle-ci, des arthrodèses qui ne fusionnent pas, probablement par défaut technique, puisque vous voyez que les vis se croisent dans l'interligne. Mode de fixation par plaque isolée, non. Ellington avait montré 12% de non-fusion. Fuhrmann 10%, et lorsqu'il rajoutait une vis interfragmentaire complémentaire, eh bien, ce taux passait, vous voyez, à moins de 4%. Ailleurs avait comparé le mode de plaque simple plus ou moins vis, plaque verrouillée plus ou moins vis, et il retrouvait une consolidation plus rapide et un meilleur taux de fusion avec plaque verrouillée et vis. Pareil, donc voilà ici une vue péropératoire avec, vous voyez, une plaque seule, et on voit la micromobilité plantaire, puisqu'en fait, lorsque le patient va marcher, eh bien, il va exercer une flexion dorsale sur la MTP, et la plaque dorsale, eh bien, n'empêche pas le bâillement plantaire. Et voici, après la vis interfragmentaire, eh bien, ce bâillement disparaît. Donc, les taux de fusion sont assez élevés. Kumar rapporte 2% de non-fusion, Doty pareil, Marudana-Yagam également, Aben 4% non-fusion. Donc, on se rapproche pas là des taux de fusion qu'on peut voir aussi avec 2 vis en croix. Latif, lui, rapporte 0% de non-fusion. Pour moi, c'est la pratique de choix. Plaque verrouillée et vis interfragmentaire.
Alors, j'ai pas fait voilà, d'études sur mes dossiers, mais j'ai 4 pseudarthrodèses en 17 ans d'activité exclusive du pied. Elles ont été reprises et solides, sauf un patient qui était assez frustre. Et voilà, il est décrit, et ça marche en effet, enfin sur ce patient en tout cas, que des pseudarthrodèses peuvent être totalement soulagées après ablation du matériel seul. Et j'ai eu une infection retardée alors que la fusion était acquise. Alors, si on compare les modes de fixation, Roukis avait étudié agrafe, vis, plaque plus vis, vis en croix et plaque avec ou sans vis, et agrafe donnait les meilleurs taux que les vis axiales en ce qui concernait la fusion. Denning, sur une étude rétrospective, comparait une vis oblique, 2 vis en croix, plaque seule, plaque plus vis, et celle qui donne la moins de fusion, c'est la vis seule. Classen retrouvait 20% de non-fusion avec des vis en croix, plaque non verrouillée et vis 5% de non-fusion, et plaque verrouillée et vis 0%. Harris a fait une étude biomécanique, vis en croix, plaque plus vis. La rigidité est meilleure pour plaque plus vis par rapport aux deux autres. La charge maximale tolérée, vis en croix, plaque plus vis, sont égales et supérieures à la plaque seule. Le temps à la rupture, plaque plus vis, supérieur à vis et plaque isolée. Donc, s'il y a un retard dans la consolidation, il y a moins de risque sans doute de faillite du matériel en utilisant plaque plus vis. Vous voyez, la littérature est fournie, les taux de fusion sont quand même globalement élevés. Il n'y a pas de conclusion ferme entre plaque plus vis ou de vis en croix qui semble quand même donner des meilleurs taux de fusion que les autres montages. En conclusion, l'abord et l'avivement ne modifient pas les taux de fusion. Ces taux sont élevés. Plaque vis et vis en croix ont quand même une meilleure charge à la rupture. Plaque vis est plus rigide et mettra plus de temps à être défaillant par rapport aux vis en croix. Donc, ces deux montages permettent un appui plus précoce, néanmoins protégé bien sûr d'une chaussure orthopédique. À mon sens, si on fait une chirurgie à ciel ouvert, il faut privilégier la plaque et la vis. Et évidemment, si on fait une chirurgie fermée, arthroscopique ou en percutanée, eh bien, le choix se porte sur les deux vis en croix. Je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur les deux topos d'avant? Je sais pas. L'immobilisation post-op. Sur la luxrigis, là? Ouais. 6 semaines de chaussures orthopédiques en appui complet, immédiat. Chaussures à semelle complète. Oui, je fais l'inverse, effectivement. J'ai vu cette technique voilà, quand je me suis formé. L'avantage de cette technique, c'est que c'est une plaque qui est verrouillée avec des vis monoaxiales. Et quand tu as mis ta vis première, eh bien, tu peux, la phalange et le méta ne sont pas très larges, et donc tu peux être en conflit avec tes vis de la plaque. Donc, je mets ma plaque, et je mets ma vis, c'est plus facile à tirer. Et en fait, quand je mets ma vis, j'exerce un mouvement de flexion plantaire pour vraiment ramener la compression aussi en plantaire, et je visse. Mais... Non, non. Je stabilise par deux broches. Voilà. Je comprime manuellement. Je mets ma plaque. Je fais mon mouvement de flexion plantaire et je visse. Okay. Et du point de vue de la biblio, est-ce que tu as vu deux plaques? Une plaque dorsale, une plaque plantaire? Non. Ça a été étudié? Non.